projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité, c'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle Asha Sompod, voici le sommaire de votre magazine. Rencontre à Nairobi avec Ofi Adrori, un photojournaliste israélien qui a dédié sa vie au combat contre le trafic d'animaux sauvages en Afrique. Il œuvre aujourd'hui au sein du réseau Eagle, une équipe d'éco-activistes et d'investigateurs qui n'hésitent pas à plonger dans le monde de la criminalité et de la corruption pour sauver les espèces menacées. Et cette nuit-là, entre voir ce bébé chimpanzé, ma frustration de la corruption et finalement le sauvetage de ce bébé chimpanzé, j'ai décidé de pratiquement tout écrire, tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est devenu une ONG spécialisée dans la faune, dans la lutte contre la corruption, afin de faire appliquer la loi. Engouement croissant de Paris à Johannesburg en passant par Abidjan pour l'art africain contemporain, cap sur les espoirs des artistes qui exposent leurs œuvres à Paris. J'aime bien travailler avec des matériaux qu'on ne trouve pas forcément dans les magasins. Influence africaine, caribéenne et latino-américaine pour cette danse d'Angola, c'est le Kizomba, un véritable succès international. 20 Fingers fait un style différent, de la fusion avec beaucoup d'influences. Il y a un mélange de zouk, un mélange de R&B, un mélange de taraxinia, un mélange d'afro, et alors ça devient un style très à moi que j'ai réussi à amener sur le marché. 1,6 million d'euros, c'est le résultat de la vente aux enchères à Paris en juin de plus de 170 œuvres de 106 artistes africains de la diaspora. La pandémie de Covid-19 n'a pas découragé les acheteurs qui se sont déplacés en grand nombre à la maison de vente Piazza. Alors que la vitalité de l'art contemporain africain se renforce sur le continent, nos journalistes David Tiambiano et Lionel Cauchois ont suivi des artistes exposant à Paris. Regardez. Emmanuel Kavi vient du Togo. Dans un coin de la galerie Turenne à Paris, il laisse libre cours à son imagination. Sur les traces de son pinceau enchanté, des visages naissent, des paysages se forment, se créent avec une histoire et des émotions qui ne laissent pas indifférent le visiteur du Salon de l'art africain organisé par Beautiful Art. Un tableau est né, 100% africain et qui permettra à l'artiste de vivre. Je présente mes œuvres réalisées avec de la matière venue d'Afrique, parce que j'utilise des pigments de la terre. J'aime bien travailler avec des matériaux qu'on ne trouve pas forcément dans les magasins, c'est juste qui est africain, de la paille, du henné. Mes œuvres en général, ça varie du plus petit, par exemple de 50 € à 6 000 € pour le moment. Et vivre de son art, actuellement, c'est difficile, mais on va dire que je ne fais que de ça. Donc, je fais aussi des ateliers scolaires, donc ça me permet de vivre quand même avec ce que je fais. Innocent Bouregeya, lui, est venu du Rwanda, avec ses œuvres très engagées pour la paix et pour la femme. La crise politique au Burundi lui a inspiré l'œuvre Les Flower Weapons, entendez par là des fleurs comme armes, une des œuvres majeures de sa collection. That's why you can see the weapon with the flower. Yeah, those flowers are the wishing. Là, tu vois les armes entourées de fleurs. Les fleurs, c'est pour montrer que malgré les armes et les situations difficiles, il y a toujours de l'espoir. Ce tableau se vend pour 2 500 €. En quelques 72 heures, la galerie Joseph Turenne, dans le 3e arrondissement de Paris, foisonne d'images de rêves, d'exaltation, d'indignation et de provocation. Bienvenue dans l'univers coloré des artistes plasticiens africains, aussi créatifs qu'engagés. Des costumes canettes dédiés Ekete au drame des naufragés de l'Algérienne Rosa Guelal. Les collections foisonnent avec la signature de plus de 60 artistes représentant les différentes régions d'Afrique, avec des démarches esthétiques qui bousculent les codes classiques de la peinture et de la sculpture occidentale. En Afrique, l'art était jusqu'à une époque récente le refuge de ceux qui ont échoué, les ratés de la vie. La nouvelle génération d'artistes n'est pas dans cet ordre des choses qui confine l'artiste dans un ghetto, faisant de lui un pauvre comme un rat d'église. Ainsi, malgré le contexte africain de misère ambiante dans lequel l'art peut paraître comme un luxe, les grands talents réalisent très souvent des coups de maître.
Last year, I had the exhibition, Soro Art exhibition, and I saw one of my biggest. L'année dernière, j'ai eu une expo solo et j'ai vendu une de mes plus grandes toiles entre 2000 et 5000 euros. 5,000 and 2,000 euros. For me, I focusing to showing the message and to prove. L'important pour moi, c'est de faire passer un message. My ideas and my message. Of course, to get the money also it's important. Bien entendu, il est aussi important de gagner sa vie, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est le message. To put the feelings on my artwork. C'est en Afrique, au Burkina, j'ai vendu une toile à 10 000 euros. Et c'est la première fois d'ailleurs, c'était en 2006. Donc depuis, voilà, je ne peux pas oublier ça. C'était une grande toile qui a beaucoup aimé ça. Et après, j'ai vendu aussi des toiles à la Banque mondiale à Ouaga, qui a servi à décorer un peu leur hall. Donc c'est la plus grande affaire que j'ai jamais réalisée jusqu'à présent. Le projet de Beautiful Art, c'est d'ouvrir les meilleures créations à des marchés plus rémunérateurs. Les jeunes promoteurs de Beautiful Art ont élaboré des mécanismes de cotation pour donner plus de valeur aux créations venant d'Afrique. Qui a dit que l'art ne nourrit pas son homme? Les garçons et les filles exposants de la galerie Turenne apportent la preuve du contraire. Au-delà des revenus qu'ils peuvent tirer de leurs œuvres, l'art contribue aussi à l'émancipation des individus. Ainsi, Innocent Bourgueya veut partager son savoir-faire avec ses compatriotes rwandaises. Il va organiser un festival qui sera dédié aux artistes femmes, leur offrant ainsi une plateforme de visibilité pour les meilleures d'entre elles, à l'image de ce qu'il a bénéficié à Paris avec le salon de Beautiful Art. Je vous le disais en titre, notre invité du jour a eu plusieurs vies. Photojournaliste, éducateur, il est aujourd'hui l'un des fondateurs du réseau Eagle, spécialisé dans la lutte contre le trafic d'animaux sauvages. Une mission qui lui a valu l'attribution de plusieurs prix internationaux et l'a amené à écrire un ouvrage sur les derniers grands singes. Il a confié à notre journaliste Edwin Kariuki comment il avait découvert sa mission lors d'un voyage au Cameroun. Ophir Trori, bonjour. Vous êtes le fondateur d'Eagle, une organisation d'éco-militants déterminée à lutter contre les criminels s'attaquant à la faune en Afrique. Et tout a commencé en 2003, lorsque vous rencontrez un petit chimpanzé camerounais appelé Futur. Que s'est-il passé ? Eh bien, tout a commencé lorsque je suis arrivé au Cameroun en tant que journaliste. En fait, je suivais l'exemple de Jane Goodall, la primatologue, selon laquelle, si nous ne faisons rien contre le commerce illégal des singes, de la viande, nous allons perdre des grands singes d'ici 20 ans et de nombreux autres animaux protégés au profit du commerce illégal, le commerce international illégal. Et j'ai commencé cet article en suivant cette piste. En fait, il était assez facile pour moi de voir comment ce commerce illégal n'est pas enraciné dans la pauvreté ou dans de petits villages, mais en fait il est conduit par les riches et les puissants. Ce sont les mêmes agents de la faune et les policiers chargés de faire appliquer une loi qui existait et qui donne jusqu'à 3 ans d'emprisonnement à quiconque détient même un chimpanzé. Ce sont les mêmes personnes qui sont en charge de l'application de ces lois, qui dirigent réellement le commerce. Alors, bien sûr, la corruption était la chose la plus importante. Et je terminais peut-être les 3/4 d'un article montrant le lien entre le commerce illégal international, très organisé, une loi qui était mise en place pour l'empêcher et qui n'a même pas été appliquée une seule fois, à cause de la corruption. Tout cela était assez clair et très facile à démontrer, car ces animaux sauvages protégés étaient vendus assez ouvertement. Et là, je suis allé chercher la lumière au bout du tunnel pour mon article, dans le monde de la conservation et les ONG. Et comme je suis allé là-bas pour obtenir un peu d'optimisme pour mon article, pour voir des solutions à la corruption, aux fins de l'application de la loi, j'ai trouvé un problème beaucoup plus important. En fait, j'ai trouvé un monde très détaché, une sorte d'ONG qui parle de sensibilisation, de séminaires, d'ateliers,
mais qui ne veut pas se salir avec l'application de la loi et certainement pas avec la corruption, pour se mettre en conflit avec certains, les personnes puissantes. Et c'est là que j'ai arrêté l'article. Et au cours de mes recherches, j'ai vu un bébé chimpanzé sur le point de mourir, qui était orphelin, un survivant du massacre de sa famille. J'ai fini par sauver ce bébé chimpanzé. Et le même jour où j'ai vu ce bébé chimpanzé sur le point de mourir et confronté de première main à la corruption qui empêche même l'application de cette loi, et donc empêche de sauver ce chimpanzé, j'ai pris l'initiative d'essayer d'exprimer ce que je vois et ce qui fait défaut dans le système. Et cette nuit-là, entre voir ce bébé chimpanzé, ma frustration de la corruption et finalement le sauvetage de ce bébé chimpanzé, j'ai décidé de pratiquement tout écrire, tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est devenu une ONG spécialisée dans la faune, dans la lutte contre la corruption, afin de faire appliquer la loi. J'ai sauvé son bébé chimpanzé. Et tout ce qui a été écrit cette nuit-là, je devais rester, être le père et la mère de ce bébé chimpanzé pendant un moment. Et Futur, ce bébé chimpanzé, m'a en fait forcé à rester et à appliquer ce que j'écrivais pour montrer que c'était possible. 13 ans après avoir créé votre première association, l'AGA au Cameroun, le réseau Eagle est désormais implanté dans 10 pays africains. Contre quel type de criminalité lutte-t-il ? Eh bien, quand nous parlons de crimes contre la faune, beaucoup de gens pensent encore aux braconniers et au braconnage, et à certaines petites choses qui se passent dans un village. En fait, la criminalité liée aux espèces sauvages est le 5e des plus grands trafics dans le monde. C'est lié au crime organisé et à d'autres formes de criminalité, comme la drogue, le commerce illégal, le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes, tout cela est souvent lié. Nous avons donc affaire à ces criminels, pas forcément des braconniers, qui sont envoyés par les plus gros trafiquants, mais en fait qui sont liés au crime organisé international, au réseau criminel, qui gagne beaucoup d'argent grâce à ce commerce illégal d'espèces sauvages et en impliquant les petits braconniers, qui sont souvent liés à une corruption de haut niveau. Et c'est pourquoi maintenant, nous avons pu mettre en prison plus de 2500 grands trafiquants, arrêtés, condamnés et mis derrière les barreaux. Cela inclut les généraux, les politiciens, des commissaires de police, des directeurs de la faune sauvage en charge de toute la gestion des espèces de leur pays. C'est donc le vrai crime contre la faune. C'est du crime organisé. Une criminalité de haut niveau liée à de nombreuses autres formes de crimes. Et c'est notre travail d'essayer de les traquer et travailler avec les autorités pour assurer qu'ils sont arrêtés, condamnés, mis derrière des barreaux face à cette vaste corruption. Vous êtes sur Initiative Africa, bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Nous partons maintenant sur les traces du kizomba, une danse qui a commencé à se propager dans le monde entier dans les années 2000. Ses origines sont à rechercher du côté de la selemba, la danse nationale d'Angola, mais aussi du zouk d'origine antillaise et même du tango. Paris accueille même chaque année un congrès kizomba de 5 jours. Lorraine Rimondi a rendu visite à Maputo, au Zimbabwe, à l'un des ambassadeurs de cette danse énergétique et langoureuse, 20 Fingers. Regardez. C'est dans ce minuscule studio de production situé au cœur de Maputo, la capitale du Mozambique, que 20 Fingers a écrit ses tubes. Je t'aime, Let Put Down et le dernier né, Asuma. 20 Fingers est l'une des voix d'un genre musical qui fait un carton en Afrique lusophone, la kizomba. Musique ultra sensuelle, la kizomba trouve ses racines en Angola. Issue du samba traditionnel, elle évolue dans les années 80 sous l'influence du zouk antillais,
avant d'être popularisé par le carnaval de Victoria de Luanda, la capitale angolaise. Pour 20 Fingers, la kizomba, c'est une vocation. Pourquoi 20 Fingers? Le nom m'a plu. Parce que je fais de la musique avec mes propres doigts et aussi mes pieds qui m'amènent partout pour faire la promotion de mon travail. J'ai pensé rendre hommage à mes doigts et donc maintenant il y a 20 Fingers. Ce don pour la musique, il le cultive dès le plus jeune âge. À 7 ans, c'est à l'église que le petit Gracio Denias Alfinar apprend à chanter. Quelques années plus tard, devenu producteur et musicien, il croise le chemin de DJ Faya, alors très en vogue. De cette rencontre naît Agara, un tube qui fait exploser sa cote de popularité. S'il a gardé son air angélique, 20 Fingers déchaîne aujourd'hui les passions de la jeunesse de son pays sur des clips romantiques. Le secret de son succès, un look d'abord. Et surtout, avoir su faire évoluer le genre de la kizomba avec un style bien à lui. 20 Fingers fait un style différent, de la fusion avec beaucoup d'influences. Il y a un mélange de zouk, un mélange de R&B, un mélange de taraxinia, un mélange d'afro, et alors ça devient un style très à moi, que j'ai réussi à amener sur le marché. On adhère à ces musiques, on est en train d'adhérer à ce style qui plaît. On l'aime bien ici. Vous savez, dans ses chansons, il y a beaucoup d'humour. Ses paroles sont drôles, elles ont un côté sexy aussi. Il parle de choses qu'on le connaît, de sujets qu'on discute entre nous, de notre quotidien en fait. Une popularité qui a traversé les frontières jusqu'en Europe. Repéré par un producteur portugais en début d'année, il se produit désormais au Portugal, en Suisse et en Italie. Un succès remarquable au regard des difficultés rencontrées par les artistes africains. Car 20 Fingers n'a jamais sorti un seul CD. Sa renommée, il la doit à son talent, aux réseaux sociaux et à un sacré sens de la débrouille. La difficulté, c'est que je fais tout par moi-même. Il n'y a pas moyen d'avoir un soutien. Actuellement, je n'ai aucune aide qui me permette de faire un CD original et de le vendre, le placer sur le marché. Je fais tout de ma poche. Mais même si maintenant je n'ai personne pour me financer, pour m'aider pour la promotion de ma musique et la production d'un CD, je crois que ça finira par arriver. S'il reste optimiste, 20 Fingers pointe du doigt le manque de structure et de soutien de la part des institutions publiques. Comme tous les artistes du pays, il attend une véritable politique culturelle. Premièrement, il faudrait éliminer le piratage qu'il y a dans notre pays. Deuxièmement, amener des maisons d'édition dans notre pays, des éditeurs sérieux. Troisièmement, il faut faire ce qu'ils font dans les autres pays. Quand ils passent une chanson d'un musicien à la radio, il doit en recevoir un pourcentage. C'est ce qui manque ici. Quand un musicien ou un chanteur s'engage dans la musique, c'est parce qu'il veut vivre de sa musique. Combattre le piratage, créer des sociétés d'édition sérieuses et payer les artistes, tout ça. Ça compte beaucoup pour nous, les artistes. Il le considère désormais comme un élu. Les artistes qui se serrent les coudes dans le studio de 20 Fingers espèrent qu'il fera bouger les choses. Et qu'un jour, tous pourront vivre de leur musique. Parmi les nouveaux projets de 20 Fingers, une collaboration avec Abuchamo Monato. Un duo qui permettra peut-être à son ami de connaître à son tour le même succès.
Nous retrouvons Ophir Drori pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Il explique à notre journaliste Edwin Kariuki comment son groupe d'éco-activistes collabore avec les gouvernements africains dans les enquêtes, les opérations d'arrestation et le suivi juridique des trafiquants. Alors que de nombreuses organisations se spécialisent dans le travail de plaidoyer, Eagle a adopté une manière d'agir plus décisive. Il s'agit d'enquêtes secrètes sur les réseaux criminels et de suivi des poursuites. Comment cette approche est-elle payante? Eh bien, en effet, il était clair pour nous depuis le début que cette crise de la course à l'extinction de ces espèces qui sont commercialisées et le manque de mise en application des lois agissent comme une justification pour qu'une ONG fasse un pas en avant vers l'action et ne pas juste parler du problème de l'extérieur ou pire, de ne pas en parler. Mais pour réellement collaborer avec le gouvernement sur le terrain, sur l'ensemble du processus, des enquêtes aux opérations d'arrestation, au suivi juridique jusqu'aux prisons sur les 9 pays et bientôt 10. Dans chaque pays, nous avons une équipe d'activistes et une équipe d'élite qui ont 4 activités différentes. La première, les enquêtes. Nous avons des enquêteurs en civil, leur rôle est d'infiltrer le commerce, de s'infiltrer, de remonter la chaîne, d'essayer d'attraper non pas les petits braconniers, mais les trafiquants. Et parfois les plus gros trafiquants, et parfois même ceux qui corrompent les hauts fonctionnaires. Leur rôle est de bâtir la confiance avec les trafiquants jusqu'à un point où nous pouvons mettre en place une opération d'infiltration et arrêter les trafiquants sur le fait. Maintenant, la deuxième activité concerne les opérations d'arrestation. Là où nous travaillons avec les autorités sur le terrain, avec la police, avec les agents de la faune dans la planification de ces opérations d'arrestation, ces opérations d'infiltration sont organisées de manière sophistiquée pour arrêter les trafiquants sur le fait. Nous sommes là sur le terrain, nous le faisons avec eux. Vient ensuite le suivi juridique. Cela commence en fait par les interrogatoires avec l'aide des conseillers juridiques pour mener ces interrogatoires en essayant d'obtenir toutes les informations et lister les accusations afin de pouvoir les accuser de ces crimes. Mais cela va aussi jusqu'à la fin du processus juridique, proprement dit, jusqu'au procès. Et enfin, jusqu'au système pénitentiaire. Nous aidons donc les gouvernements avec les avocats qui représentent ces cas au nom de l'État. Mais nous luttons également contre la corruption à travers tout ce processus, ce qui signifie que nous interceptons les tentatives de corruption depuis le niveau des arrestations jusqu'au niveau légal du procès et voire même jusqu'au système pénitentiaire. Nous allons jusqu'à rendre visite à nos prisonniers une fois par semaine pour voir si leurs droits humains sont respectés, mais en même temps pour voir s'ils sont là. Parce que les criminels qui sont souvent riches peuvent sortir des prisons. Nous sommes donc conçus de manière à lutter contre la corruption tout au long du processus. La corruption ne nous surprend pas. C'est une nuisance. Ce sont nos raisons d'être et de la contrôler. Souvent, nous devons surveiller et voir si quelqu'un va acheter sa sortie de prison. Bien sûr, sous prétexte qu'il s'est échappé de prison, et nous travaillons très rapidement avec la justice pour les ramener en prison, là où ils doivent être. Et c'est à cela que vous êtes confrontés pour intercepter la corruption et lutter contre cette corruption. Sachant que la corruption est le principal obstacle à la lutte contre la fraude, nos statistiques montrent que 85% de nos opérations d'arrestation impliquent une tentative de corruption. Nous l'interceptons et la combattons alors. Le système judiciaire est tout aussi dérangeant. Dans 80% de nos cas, on peut voir quelqu'un essayant d'en soudoyer un autre, qui essaierait d'interférer dans une tentative de pot de vin, où il peut s'agir d'un trafic d'influence ou d'une autorité supérieure qui soutient le réseau criminel, essaie d'intervenir et tente de libérer cette personne de prison, par exemple, ou du procès lui-même. Pouvez-vous nous donner des statistiques? Combien d'arrestations jusqu'à présent, d'arrestations et de poursuites réussies? Grâce à ce système d'une équipe de militants qui mène des enquêtes secrètes, coordonne les opérations d'arrestation avec le gouvernement
les conseillers juridiques, suivis d'affaires et les avocats, représentant ces cas, du système mis en place dans les 9 pays où on opère en ce moment, nous avons plus de 2500 grands trafiquants mis derrière les barreaux, dont certains chefs de syndicats criminels, qui soient vietnamiens, chinois ou autres. Il comprend les coloniaux, les politiciens, les commissaires de police, même un directeur de la faune, le responsable dans son pays pour toute la gestion de la faune, sa protection. Ainsi, lorsque vous traquez la corruption, vous devez composer avec le réseau de complices et tous ceux qui sont impliqués dans cette complicité qui permet au crime organisé de prospérer. Et encore une fois, ce sont des réseaux criminels internationaux, crimes de commerce de l'ivoire, commerce des peaux de lion, des peaux de léopard, des cornes de rhinocéros, des écailles de pangolin. Rien de tout cela ne ressemble à du commerce national. Rien de tout cela ne commerce dans un village, ni ne se termine juste dans la capitale du pays. Tout cela est international. C'est transfrontalier, transcontinental. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver les émissions sur nos chaînes Facebook, Vimeo et YouTube. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show et nous suivre sur notre compte Twitter @AfricaShows. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Prenez soin de vous et bonne semaine à tous.